Mardi 31 octobre 2023, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici les titres. L'inondation est l'une des conséquences du changement climatique que subissent de nombreux pays, y compris le Togo. Le cas de Lomé pourrait être expliqué par plusieurs raisons et c'est à découvrir dans ce journal. Une nouvelle étude menée par les scientifiques révèle que l'objectif de 1,5 degré Celsius de réchauffement d'ici à 2030 semble inatteignable. L'alerte est donc lancée pour agir au plus vite. Depuis le début de l'année, Lomé, la capitale togolaise, est confrontée au phénomène d'inondation. Une situation due aux conséquences du changement climatique. Plusieurs quartiers de Lomé sont sous l'eau, créant des victimes et des sinistrés. Les autorités ont mis en place des stratégies pour pallier la situation, mais qui semblent inefficaces. Ces inondations pourraient être expliquées par plusieurs facteurs et qui sont énumérés dans ce commentaire. Regardez. La ville de Lomé est située sur une plaine côtière, ce qui la rend vulnérable aux inondations. Elle est également entourée de collines, ce qui empêche l'écoulement des eaux vers la mer. Les fortes précipitations pendant la saison des pluies, qui s'étend de juin à octobre. Ces précipitations peuvent provoquer des inondations, en particulier dans les zones basses de la ville. L'urbanisation rapide de Lomé a contribué à l'augmentation du risque d'inondation. La construction de bâtiments et d'infrastructures a réduit l'espace disponible pour l'écoulement des eaux. La pollution des eaux a également contribué au problème d'inondation à Lomé. Les cours d'eau et drains, ce qui empêche l'écoulement des eaux. Ces inondations ont des conséquences importantes pour la population, causant des dommages aux biens et aux infrastructures, et elles peuvent également entraîner des pertes humaines. Il est donc nécessaire de prendre des mesures pour améliorer la gestion des eaux pluviales, notamment la construction de drains pour permettre l'évacuation des eaux pluviales vers la végétalisation des zones urbaines, pour permettre d'absorber les eaux pluviales et de réduire le ruissellement. La sensibilisation de la population à la lutte contre les inondations est également importante. Elle doit être informée des risques d'inondation et des mesures à prendre pour se protéger. Cependant, ces mesures seules ne sont pas suffisantes pour résoudre définitivement le problème. Il est donc nécessaire de poursuivre les efforts pour améliorer la gestion des eaux pluviales à Lomé. La troisième phase du projet d'amélioration des conditions sanitaires en milieu scolaire et rural PASCO est désormais sur les rails. Cette étape du projet a été lancée à Tapou, un canton de la préfecture de l'Akéran, dans la région septentrionale du Togo. PASCO 3 bénéficiera à 200 000 personnes. Regardez. Les travaux de la troisième phase du projet d'amélioration des conditions sanitaires en milieu scolaire et rural PASCO ont été lancés par le ministre d'État, ministre togolais de l'eau et de l'hydraulique villageoise Damran Yark. Il porte sur la réalisation de 850 forages équipés de pompes à motricité humaine. Ces installations desserviront des écoles primaires rurales, des unités de soins périphériques et des communautés rurales proches dans les régions des savanes et de l'Akara, soit plus de 200 000 bénéficiaires. Ce lancement marque ainsi un pas de plus vers la vision d'un Togo fort, sain et éduqué. Il incarne la détermination du gouvernement à investir dans l'avenir et à améliorer la vie des Togolais, a déclaré le ministre d'État. Comme pour les deux étapes précédentes, les travaux de PASCO 3 seront réalisés par l'entreprise française Vernier Hydro et la togolaise ECM, entreprise de construction mécanique, qui devront livrer les infrastructures en 2025. Les PASCO 1 et 2 ont permis de réaliser en tout 1000 forages équipés de pompes à motricité humaine dans les savanes et l'Akara. Le PASCO 3 permettra également d'apporter un appui à la gestion des points d'eau et à la promotion de l'hygiène avec l'accompagnement des structures de gestion des points d'eau au comité de gestion de l'eau et à promouvoir le rôle des femmes et des actions de sensibilisation et d'éducation en matière d'hygiène. De plus, les capacités des directeurs régionaux du ministère togolais de l'eau seront renforcées
pour donner à l'administration les moyens d'assumer ses fonctions de programmation, de contrôle, de suivi et d'évaluation et de capitalisation du projet. Le coût du PASCO 3 est évalué à 6,5 milliards de francs CFA, environ 10 millions d'euros, financés avec le soutien de l'Agence française de développement AFD. Brazzaville, la capitale du Congo, a abrité du 26 au 28 octobre le sommet des 3 bassins forestiers tropicaux de la planète. L'objectif était de construire une alliance mondiale afin d'accélérer la transition énergétique. Le souhait que ce sommet soit plus régulier a été émis. Compte rendu de ce sommet à travers le commentaire de Léonce Sago. Environ 3000 personnes représentant les gouvernements, dont 10 chefs d'État africains, à savoir celui du Congo, de la République démocratique du Congo, du Burundi, de la Centrafrique, des îles Comores, du Gabon, de la Guinée-Bissau, du Kenya, du Sao Tomé-Principe et du Togo, mais aussi des organisations internationales, des ONG, des sociétés civiles, des scientifiques et chercheurs, des environnementalistes et les populations autochtones ont pris part à cet événement. Néanmoins, aucun président de l'Amazonie ni du Bornéo-Mekong n'a fait le déplacement. Seuls la Colombie et le Venezuela ont délégué respectivement leurs ministres des Relations extérieures et des Affaires étrangères. Les objectifs du sommet étaient de construire une coalition mondiale pour accélérer la transition énergétique et de renforcer la collaboration des 3 bassins qui sont considérés comme les poumons de la planète. Dans les déclarations sanctionnant les travaux, les protagonistes ont réaffirmé l'engagement de poser une feuille de route pour la construction d'une coopération entre les 3 bassins. Cependant, durant le sommet, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, dont le pays couvre 62% des forêts du bassin du Congo, a dénoncé la destruction par le Rwanda des écosystèmes, forêts et biodiversité dans le parc du Virunga, l'une des réserves naturelles les plus importantes du monde. Le président congolais Denis Sassou Nguesso a quant à lui indiqué que la quintessence du sommet est de définir un schéma de gouvernance en vue d'une alliance mondiale des 3 bassins. Ce sommet, deuxième du genre après celui de 2011, a vu les participants souhaiter qu'ils deviennent réguliers afin que ces 3 ensembles forestiers parlent le même langage à la prochaine COP28 prévue en novembre aux Émirats arabes unis. Soulignons que le secrétaire général de l'ONU, les présidents français et brésiliens sont intervenus en vidéoconférence. Ces bassins représentent les 80% du couvert végétal et environ 3/4 de sa biodiversité. Les professionnels de l'environnement sont attendus du 22 au 25 novembre 2023 au parc d'exposition Mohamed VI à El Dajida dans le cadre du Global Green Event. Cette rencontre internationale qui aura lieu au Maroc est placée sous le signe de la transition écologique et du développement durable. Retrouvons Léonce Sago. Les dates du 22 au 25 novembre ont été choisies par l'équipe d'organisation de la 13e édition de la Global Green Event, anciennement appelé Polytech Maroc. Ce salon, qui est organisé sous l'égide du ministère marocain de la transition énergétique et du développement durable, accueillera au moins 10 000 visiteurs et professionnels avec 300 entreprises qui exposeront. Ces expositions seront reparties en 10 thématiques dont l'eau et l'eau polluée. C'est un sujet qui revient d'ailleurs ces dernières années en Afrique, qui est marqué par le stress hydrique, particulièrement au nord du continent et dans la corne de l'Afrique. Des pays comme l'Égypte et le Maroc ont d'ailleurs décidé face à cette crise de dépolluer les eaux usées pour l'agriculture. Il est à noter que l'accent sera également mis sur les énergies renouvelables dans les échanges, puisque le royaume chérifien mise sur le solaire et l'éolien pour augmenter les énergies renouvelables dans son mix électrique. Le Maroc en 2021 était à 37,6%, soit 4050 MW de la part des énergies propres dans le mix. L'Égypte et l'Afrique du Sud emboîtent donc le pas au Maroc en accélérant leur transition énergétique. Le nouvel enjeu est désormais la production de l'hydrogène vert et ses dérivés, notamment l'ammoniac et le carburant d'aviation durable. Cette filière naissante devrait accélérer la transition écologique d'ici 2030, selon l'avis de plusieurs spécialistes de l'énergie. Au Global Green Event, les expositions seront également organisées autour de la gestion des déchets, la ville durable,
les bâtiments verts, la pollution industrielle et d'autres risques de pollution. Un tribunal kenyan a rejeté jeudi dernier la plainte d'une association d'avocats car cette plainte contestait la décision des autorités de valider la culture et l'importation des organismes génétiquement modifiés. Ceci dans le but de faire face à la sécheresse qui sévit dans le pays. Voyons cela avec Irène Papadina. Juste après son arrivée au pouvoir, le gouvernement du président William Ruto avait donné le feu vert à l'importation et à la culture des OGM qui étaient interdites depuis 2012. Cette décision est contestée par l'association professionnelle d'avocats, LSK, qui la qualifie d'inconstitutionnelle et susceptible de porter atteinte à la sécurité des récoltes. Le juge du tribunal de l'environnement de Nairobi a pourtant décidé autrement, statuant qu'aucune preuve ne démontrait une quelconque dommage à la nature ou à la santé humaine causée par la culture et l'importation des organismes génétiquement modifiés, OGM. Mais au-delà des risques liés à la santé, les activistes et groupes de pression agricole estiment que la levée de l'interdiction ouvrirait le marché aux agriculteurs américains qui ont recours à des technologies de pointe et à une agriculture fortement subventionnée. Une situation qui va menacer les moyens de subsistance des petits exploitants. L'agriculture est le secteur qui contribue le plus à l'économie du Kenya. Elle génère plus de 21% du produit intérieur brut PIB. Ce secteur emploie environ 12% des 19 millions de travailleurs kenyans derrière le secteur de l'éducation et de l'industrie manufacturière. L'objectif de 1,5 degré Celsius de réchauffement d'ici à 2030 semble inatteignable. D'après une nouvelle étude menée par les scientifiques, l'ambition de l'accord de Paris en 2015 lors de la COP 21 est utopique au vu du budget carbone restant. Les climatologues lancent une alerte qui doit pousser à l'action. Yuva Samana pour le commentaire. Il est déjà trop tard pour atteindre l'objectif 1,5 degré Celsius de réchauffement global par rapport à l'ère pré-industrielle. D'après une ultime étude publiée le 30 octobre dernier dans la revue scientifique Nature Climate Change sur la quantité de carbone qu'il reste à émettre, il ressort que le volume de budget carbone est si bas que l'objectif est inatteignable. Le seuil de 1,5 degré Celsius est fixé par les scientifiques et permettrait d'éviter un niveau insoutenable de réchauffement provoquant ainsi des catastrophes accrues comme la chaleur, la montée des eaux et autres. Le volume du budget carbone restant est de 250 gigatonnes de CO2 et 40 gigatonnes ont été émises en 2022. Le budget carbone sera épuisé dès 2029, donc impossible de rester sous 1,5 degré Celsius, sauf à arrêter nettement nos émissions de carbone dans 6 ans. Selon Gerhard Kreiner, directeur de recherche à l'Institut des géosciences de l'environnement de Grenoble, ce résultat n'est pas une surprise. Depuis 2018, le rapport spécial du GIEC sur 1,5 degré Celsius prévenait qu'il nécessitait 2 points majeurs pour rester sous la moyenne du réchauffement global. Il s'agit d'une baisse de près de la moitié des émissions de gaz à effet de serre en 2030 et d'atteindre zéro émission nette en 2050, ce qui signifie que les activités humaines n'émettent pas plus de carbone que ce qui peut être simultanément stocké. Le chercheur Gerhard Kreiner, qui est aussi auteur de plusieurs rapports du GIEC, déplore le fait que cette fenêtre se ferme puisque nos émissions continuent au contraire d'augmenter malgré les engagements de l'accord de Paris. Cette incertitude pousse les scientifiques du climat à utiliser avec précaution les données collectées qui serviront au pouvoir politique. Le chercheur Robin Lambol du Climate and Environment at Imperial renchérit en déclarant que chaque fraction de degré de réchauffement rendra la vie plus difficile pour les populations et les écosystèmes. Cette étude est un nouvel avertissement de la communauté scientifique. Maintenant, ce sont au gouvernement d'agir. Une proposition de règlement a été adoptée par la Commission de l'environnement du Parlement européen pour faciliter la réutilisation et le recyclage des emballages. Elle envisage l'interdiction des produits chimiques dits éternels dans les emballages alimentaires. Rafietsu Bereko. La Commission de l'environnement du Parlement européen a adopté mardi dernier une proposition sur la réduction de la pollution due aux emballages. Elle envisage notamment les interdire dans les emballages alimentaires. Mieux vaut interdire les polluants éternels au plus vite, a souligné le porte-parole de l'association environnementale Génération Future, François Veilleret.
Les polluants éternels désignent les substances per et polyfluoroalkylées, plus connues sous le nom PFAS. Ce sont des composés fluorés utilisés depuis les années 1950. Ils sont extrêmement résistants aux températures, aux autres agents chimiques et possiblement cancérigènes. Selon François Veyretz, on peut trouver des PFAS partout. Il peut y en avoir dans les vêtements, dans la cosmétique et dans les objets électroniques. Ce sont des produits qui sont très nombreux. La famille des PFAS compte plus de 4000 composés différents. On les appelle polluants éternels parce qu'ils ont une durée de vie très longue et de l'ordre de plusieurs siècles. Il est donc urgent d'agir parce qu'ils s'accumulent dans l'environnement et au bout du compte dans l'organisme des gens. L'accumulation des PFAS ont des conséquences sur la santé. Certains des composés de la famille ont été identifiés comme pouvant être liés à l'apparition de certains cancers, d'autres à des problèmes d'immunodéficience. Ils sont également susceptibles d'être à l'origine des problèmes de reproduction. Toutes ces maladies impactent lourdement la santé de la population et le système de santé. Les eurodéputés se sont également prononcés en commission de l'environnement sur la réduction des déchets. Le résultat du vote sera débattu le 20 novembre prochain en plénière par les eurodéputés afin d'acter définitivement la position du Parlement sur ce texte avant de futures négociations avec les États membres qui doivent eux-mêmes adopter leur position mi-décembre. Les ONG et donc Génération Future trouvent que ça ne va pas assez vite. Un horizon d'interdiction 2027, ça laisse 4 ans durant lesquels la population continue d'être exposée à des polluants éternels dans les emballages alimentaires. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité sur Green TV International. Au revoir.